Bonjour tout le monde. Bonjour. J'espère que vous allez bien. Bienvenue à un webinaire de la communauté de pratique aînée, volet personnes proches aidantes d'aînés. Mon nom est Céline, je suis l'animatrice du volet personnes proches aidantes d'aînés. Pour ce webinaire, le titre de la conférence que nous avons aujourd'hui, c'est La post-aidance à l'ère de la COVID-19, s'outiller pour mieux accompagner le deuil pandémique. Donc, on va pouvoir démystifier un peu ces grands termes avec Madame Vachon, qui est professeure au département de psychologie de l'Université de Québec à Montréal. Elle est chercheuse régulière au sein du Réseau québécois de soins palliatifs et de fin de vie, ainsi qu'au Centre de recherche et d'intervention sur le suicide, les enjeux éthiques et la pratique de fin de vie, le Centre CRISE. Elle a exercé comme psychologue en soins palliatifs. Dr Vachon a récemment obtenu une subvention des Instituts de recherche en santé du Canada pour poursuivre son projet J'accompagne COVID-19 afin de comprendre et de soutenir les personnes endeuillées en contexte de pandémie. Je vous rappelle que la formule est d'une quarantaine de minutes de contenu. Et ensuite de ça, là, on se garde quand même là, un bon moment d'échange où est-ce que vous allez pouvoir ouvrir vos micros, clavarder dans l'espace de clavardage. Donc, sans plus attendre, Madame Vachon, je vous laisserai la parole. Donc, je commence dès maintenant donc, la post-aidance à l'ère de la COVID-19, outiller les intervenants de première ligne pour mieux accompagner le deuil pandémique. Donc, j'ai mis ici, dans le fond, c'est un projet de recherche là, qui est à l'œuvre depuis un petit peu plus d'un an. Puis il y a toute une équipe derrière ça, dont certains membres là, sont présents aujourd'hui. Donc, je salue Déborah, Adèle, Charlotte, Jessica, il y en a plusieurs aussi, là, Émilie. Bref, donc, ils sont présentes avec nous aujourd'hui. Je commence tout de suite la présentation. En fait, l'objectif général de ma présentation d'aujourd'hui, ça va être vraiment donc à partir des résultats de recherche du projet J'accompagne COVID-19 que je vais vous décrire un petit peu plus dans le cadre de la présentation. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de décrire, mais aussi de comprendre le nouveau phénomène du deuil pandémique. Donc, je vais vous expliquer un peu à quoi s'attendre, qu'est-ce qui a été vécu par les gens qui vivent un deuil dans le contexte de la pandémie de COVID-19. Puis, tout ça va nous amener un peu à essayer d'entrevoir quelles pourraient être des modalités de soutien appropriées, soit sur le plan individuel, mais aussi sur le plan collectif. Donc, spécifiquement, donc on va essayer de comprendre là, les particularités du deuil vécu en temps de pandémie, puis aussi vraiment essayer de reconnaître là, les difficultés particulières de ce deuil-là. Essayer de situer aussi le deuil pandémique avec d'autres types de deuil, puis cibler les modalités d'accompagnement susceptibles de soutenir les personnes qui vivent ce type de deuil-là, comme je l'ai mentionné. Puis aussi d'essayer de voir quelles sont les situations dans lesquelles il serait peut-être pertinent d'orienter les personnes en deuil qui vivent un deuil pandémique vers des ressources plus spécialisées. Donc, on pourra en parler là, à la toute fin. Donc, je vous donne quelques petits éléments de contexte ici. C'est sans doute pas nécessaire parce que vous êtes certainement bien au fait de tout ce qui s'est passé avec la pandémie, mais bon, allons-y. Hein? La pandémie, un an plus tard, un peu plus d'un an plus tard. Donc, on parle de plus de 11 000 décès. Même les dernières données là, étaient de plus de 11 500 décès. Je porte une attention particulière sur la première vague, hein, qui a été particulièrement meurtrière, cette première vague-là, surtout auprès des personnes du 3e et du 4e âge, qui étaient en résidence ou en centre d'hébergement et de soins de longue durée. Donc, non seulement beaucoup de décès, mais des décès dans des circonstances assez tragiques de négligence, hein, parce que, bon, il a manqué de personnel, il y a eu un énorme roulement de personnel, on ne connaissait pas les résidents, on n'avait pas le temps d'offrir les soins. Donc, vraiment des décès là, dans des circonstances difficiles. Puis aussi avec des mesures de santé publique qui, à l'époque, étaient particulièrement strictes. Donc, on se rappelle qu'au tout début de la pandémie, c'était impossible pour les proches aidants de même visiter leurs proches, même en cas de décès, par exemple, ou en cas de fin de vie. Là. Par la suite, ça s'est assoupli, mais quand même, au tout départ, les mesures étaient très, très, très strictes.
Même chose aussi pour les funérailles. Là, au départ, c'était très, très strict. Qu'est-ce que c'est que le projet J'accompagne COVID-19? Donc, j'ignore si vous en avez entendu parler jusqu'ici. C'est un projet de recherche participatif qui a été mis sur pied avec ma collègue Déborah Hummel. Donc, qui a été mis sur pied dès avril 2020. Donc, un projet de recherche qui est participatif, mais qui est aussi créatif. Donc, auprès d'endeuillés, 36 endeuillés et de soignants, 8 soignants. En fait, on a suivi une cohorte de 36 endeuillés qui avaient perdu un proche en contexte de pandémie, donc pour plus d'1 an. Pour ce qui est du volet soignant, on vient tout juste de le débuter. Donc, on s'intéresse justement à ce qu'ont vécu des soignants, des professionnels de la santé, peu importe leur profession en fait, qui ont été amenés à intervenir en zone chaude pendant la pandémie de COVID-19 parce qu'on réalise que ces soignants-là aussi ont été confrontés à énormément de souffrances, qui peuvent vivre des deuils et qui ont potentiellement aussi été confrontés à des expériences traumatisantes. Donc, on poursuit notre projet de recherche avec les soignants. D'ailleurs, s'il y a certaines personnes qui sont intéressées à participer au projet, ce sera possible. Je vais mettre les coordonnées du projet à la fin. Jusqu'ici, 73 entrevues en profondeur, avec plusieurs dizaines de témoignages écrits qu'on a reçus aussi, donc des gens qui voulaient nous partager leur histoire sans toutefois participer officiellement au projet de recherche. Puis le but de ce projet-là, c'est de décrire, bien entendu, le nouveau phénomène du deuil pandémique, mais aussi de réfléchir aux modalités de soutien. Puis, encore plus, de créer une communauté de soutien pour les endeuillés. Donc, par diverses manières, on a essayé vraiment de tisser un lien avec les endeuillés en contexte de pandémie. Donc, avant de vous parler plus spécifiquement du deuil pandémique, je souhaitais faire une petite révision de certaines notions du deuil, en fait. Qu'est-ce que le deuil? Bien, le deuil, c'est d'abord un ensemble de réactions physiques, émotionnelles, comportementales, suite à la perte d'un être cher, en fait. Quand quelqu'un décède, on peut avoir toutes sortes de réactions, des réactions émotionnelles comme la tristesse, le chagrin. Ça, c'est assez fréquent, c'est ce qu'il y a de plus fréquent, mais aussi des réactions physiques, donc une perte d'appétit, de l'insomnie, des réactions comportementales, par exemple, avoir besoin, je ne sais pas moi, de conserver les objets de la personne ou au contraire de s'en départir, éviter certains lieux qui nous rappellent la personne. Donc, c'est toutes des réactions qui sont très, très, très normales quand on perd un être cher. Le deuil, c'est aussi un processus dynamique. Hein? Moi, j'aime bien me détacher du traditionnel deuil par étape pour penser à un processus qui serait moins linéaire. Au contraire, on va plutôt y penser comme un processus parfois de montagne russe. Hein? Il y a des hauts et des bas, souvent imprévisibles, mais aussi un processus d'oscillation. Hein? On oscille entre les sentiments de chagrin, de tristesse, qui sont conséquents à la perte de l'autre, notre ennui, notre nostalgie, mais aussi tranquillement, plus le deuil avance, avec un retour à la vie, hein, un retour progressif aux choses qui est importantes pour nous, retour au travail, reprise tranquillement d'un certain intérêt pour les choses qui nous intéressaient auparavant. Donc, c'est vraiment une danse hein, entre ces deux états-là, l'état de tristesse, de nostalgie, puis l'énergie du renouveau tranquillement qui se fait sentir. Puis, parfois, on essaie de manière un peu aléatoire, sans trop comprendre pourquoi, mais ça aussi, l'aspect imprévisible des oscillations, ça fait aussi partie du deuil. Finalement, j'aime bien penser le deuil également comme une forme de travail. Ce n'est pas un travail actif tellement, mais il y a quelque chose qui doit être fait dans le deuil, qui doit être accompli d'une certaine manière. C'est quoi ça, le travail du deuil? Mais ça consiste en quelque sorte à transformer une relation. Hein? Donc, c'est comme si, avant que la personne décède, ben, notre relation avec elle, elle est très, très concrète. Hein? On peut le voir au quotidien, on peut échanger, on peut se toucher, on peut être en contact, faire des choses ensemble, etc. Après le décès,
la relation ne se termine pas dans la mesure où nos sentiments pour la personne, notre amour pour elle, les beaux souvenirs qu'on a partagés avec elle. Donc, tout ça, ça reste, mais ça ne se vit plus concrètement. Donc, il faut un peu comme transformer notre relation concrète en une relation qui va être plus symbolique, c'est-à-dire que l'autre continue d'exister pour nous, mais à l'intérieur de nous. Hein? Donc, il faut aussi, en quelque sorte, faire le travail d'intégrer cet événement-là de vie, hein, qui est la perte de quelqu'un qui nous était cher, comme faisant partie de notre histoire de vie, puis éventuellement essayer de donner un sens à tout ça pour être capable de continuer, puis de garder, en fait, les choses importantes de la personne, peut-être ses valeurs, peut-être la manière dont elle nous a touchés, donc de conserver ça à l'intérieur de nous pour transformer notre relation, puis de poursuivre notre chemin là, avec cette relation-là qui est transformée. Peut-être avez-vous déjà entendu parler de différentes nomenclatures du deuil. Souvent, on va entendre parler de la distinction entre le deuil normal versus le deuil compliqué. Donc, c'est la première peut-être distinction qui vaut la peine d'être faite. Donc, un deuil normal, on n'aime pas normalement, en fait, on n'aime pas donner de durée précise pour le deuil. Souvent, on va parler d'approximativement 2 ans, mais c'est pas juste là, de donner une durée au deuil. Il y a certaines personnes qui vont dire qu'ils vont être en deuil toute leur vie et pourtant, leur deuil n'est pas pour autant pathologique. Donc, c'est vraiment une façon, au contraire, hein, le deuil se produit normalement, puis ils apprennent à vivre avec leur deuil. Parfois, je vous dirais que le deuil est un petit peu plus compliqué, c'est-à-dire que la détresse va demeurer plus intense, plus longtemps, et que le deuil aussi va durer plus longtemps. Je vous dirais, pour à peu près un 30% de la population des endeuillés, ça va être un peu plus compliqué. Qu'est-ce qui fait que c'est compliqué? Plein de choses. Parfois, des propres fragilités qu'on a. Est-ce que ça fait plusieurs deuils qu'on vit? Est-ce qu'on a peut-être un petit historique, soit d'épuisement, de dépression, d'anxiété ou de d'autres difficultés sur le plan de la santé mentale? Est-ce qu'on manque de soutien? Est-ce qu'on est particulièrement isolé? Est-ce que les circonstances de décès étaient particulièrement difficiles? Donc, c'est tous des éléments qui peuvent faire en sorte que le deuil va être un petit peu plus compliqué à vivre. Dans 10% des cas, on va parler d'un deuil qui est dit complexe et prolongé. Ça qui est vraiment une difficulté assez précise du deuil, c'est-à-dire un deuil qui va être vraiment très, très, très intense dans la détresse qu'il va générer et vraiment d'une durée prolongée. Souvent, le deuil complexe et prolongé, on va voir ces manifestations plusieurs années même après la perte. Hein. Des gens, moi je me rappelle quand je travaillais comme psychologue en soins palliatifs, donc des gens vont avoir perdu un proche il y a, je ne sais pas moi, 4 ans, puis finalement reviennent consulter pour une période où ils sont un peu en dépression, ils ont développé toutes sortes d'autres, un burn-out, ou ils ont développé d'autres problèmes, des problèmes conjugaux, des problèmes familiaux. Puis quand on creuse, bien, on se rend compte finalement qu'il y avait en dessous de ça des fois un deuil qui était non résolu. Donc, dans ces cas-là particulièrement, là, c'est pertinent peut-être d'avoir un suivi psychologique un petit peu plus intense pour essayer de traverser là, ce deuil-là. J'ai introduit aussi ici la notion de deuil désaffranchi. Qu'est-ce que c'est que le deuil désaffranchi? Mais c'est un deuil qui n'est pas reconnu. Hein? C'est un deuil parfois qui va sembler illégitime ou qui ne sera pas reconnu comme tel. Je vous donne un exemple. Donc, des femmes qui vont perdre un enfant avant d'y donner naissance. Donc, puisque l'enfant n'était pas né, donc c'est pas comme si la personne avait perdu un être cher, mais pourtant il y a un immense deuil de porter un enfant puis de devoir ensuite de ça constater son décès. Donc, mais ça n'a pas le statut d'un deuil habituel. Donc, c'est un deuil qui peut être plus difficilement vécu parce qu'il n'est pas pleinement reconnu pour ce qu'il est, hein, pour un réel deuil. Puis, on va voir qu'il y a des éléments de deuil désaffranchi là, qui sont vraiment en lien avec le deuil pandémique.
Mais bref, bon, ça nous amène à se poser la question, mais qu'est-ce qu'il y en est du deuil pandémique? Qu'est-ce que c'est que le deuil pandémique? Je vous dirais que ce n'est pas un deuil normal. Puis la raison pour laquelle je suis assez confiante d'affirmer ça, c'est que je vous dirais que pour la très grande majorité des gens qu'on a rencontrés, qui étaient en deuil et qui avaient vécu d'autres deuils dans le passé, ils nous ont dit c'est pas un deuil comme les autres. Donc, c'est un deuil qui est plus difficile. C'est un deuil dans lequel on n'a pas ce qu'il faut pour arriver à se sentir mieux. Donc, je ne le qualifierais pas de deuil normal. Cependant, je n'irai pas jusqu'à dire que c'est un deuil compliqué, complexe et prolongé ou encore même un deuil pathologique. Au contraire, je pense que le deuil pandémique, c'est aussi et surtout une réaction de deuil normal à des circonstances qui sont, elles, terribles, qui sont, elles, tragiques. Donc, ce n'est pas la réponse qui est pathologique. Au contraire, je pense que la réponse, elle est très mesurée par rapport au contexte dans lequel les gens ont perdu un être cher. Donc, pour le qualifier un peu plus, je vous dirais c'est plutôt comme un deuil qu'on pourrait dire qui est suspendu, qui est morcelé, qui est comme impartiel, fragmenté, qui peut être normal, qui peut être compliqué, qui peut aussi être désenfranchi et ou complexe et prolongé. Donc, pour moi, l'entité du deuil pandémique, c'est une entité en soi, puis qui peut devenir un deuil complexe et prolongé, oui, c'est possible, mais pas nécessairement. Il y a des gens en deuil pandémique qui vont tout de même traverser le processus de deuil de manière relativement, entre guillemets, normale en termes de durée et d'intensité des symptômes. Donc, il ne faut pas prendre pour acquis que parce que quelqu'un a perdu un être cher dans le contexte de la COVID-19, qu'il y aura un deuil pathologique nécessairement ou un deuil compliqué. Au contraire, ça nous invite plutôt à prêter une réelle attention sur le vécu singulier de ce deuil-là pour voir quelles sont nos prises, en fait, au niveau de l'intervention. Je vais maintenant vous décrire davantage de quoi se constitue le deuil pandémique. Mais avant de vous présenter ça, je souhaitais vous présenter un peu la trajectoire de deuil qu'on va dire idéale. Puis, la raison pour laquelle je veux vous présenter ça, c'est simplement pour pouvoir la mettre un peu en tension ou en comparaison avec la trajectoire de deuil pandémique. Normalement, ce qu'on voudrait dans un processus de deuil idéal, c'est que c'est sûr que d'abord, souvent, ça va débuter par un parcours de proche aidance, où on va être amené à prendre soin d'une personne donc, qui est soit en fin de vie ou atteinte d'une maladie à pronostic réservé. Puis, souvent, ce que les gens vont dire, c'est qu'on tâche de donner le meilleur de soi pour offrir à la personne la plus grande qualité de vie possible, le plus longtemps possible. D'ailleurs, il y a d'autres de mes recherches qui ont mis en lumière en quoi le fait d'avoir le sentiment du devoir accompli pendant la période du parcours de la proche aidance, c'est un des éléments clés qui facilite le processus de deuil. Donc, ensuite de ça, ce que j'ai mis là, c'est la fenêtre temporelle du mourir, qui est un concept qui a été un peu amené exploité, entre autres, par Émilie Lessard, qui a travaillé avec nous. Mais ça, c'est comme la petite période de temps où on sait que l'autre va décéder. Donc, l'autre est en toute fin de vie. Puis, c'est le quelques jours à quelques heures qu'on peut avoir, entre guillemets, je vais vous dire, pour faire le plein. C'est un peu quand j'œuvrais comme psychologue dans une unité de soins palliatifs, c'est les derniers moments où on peut là, à fond consolider notre relation, consolider notre amour, se dire les choses les plus importantes, comment l'autre nous a touchés, qu'est-ce qu'on garde de lui. Donc, c'est vraiment une belle période de consolidation qui prépare en fait le deuil, qui nous permet vraiment en quelque sorte de boucler notre relation. Qui nous permet aussi d'offrir notre pleine présence à la souffrance de l'autre, qui va éventuellement mener au décès. Pour ce qui est du décès, dans un monde idéal, encore là, je suis dans la trajectoire de deuil idéale, si on veut, on veut, si on le souhaite, être peut-être présent au moment du décès ou
du moins pouvoir avoir une manière de réellement constater le décès, c'est-à-dire de voir le déclin de la personne et se rendre compte que oui, à ce stade-là, le décès, il est inévitable, si on a la possibilité d'être là, ou encore, pour certaines personnes, c'est super important de pouvoir voir la dépouille, de pouvoir se recueillir auprès du corps pour vraiment constater que l'autre n'est plus en vie, l'autre n'est plus ce qu'il était. Puis, par la suite, dans le deuil, mais c'est de réaliser des rituels qui seront porteurs de sens. Hein? C'est de faire la transition du monde des morts, si on veut, vers nous, le monde des vivants. Donc, en commémorant, en se réunissant avec les gens qu'on aime pour commémorer la vie de l'autre, puis éventuellement poursuivre notre travail de deuil. Donc, vous voyez là, ma belle trajectoire linéaire, bien enlignée. Donc, ça, c'est une trajectoire idéale. Là, j'ai fait un effort pour essayer de représenter graphiquement ce qu'on a compris de la trajectoire de deuil pandémique. Donc, c'est un petit peu le chaos dans tout ça. Je vais vous décrire un petit peu plus là, chacune des étapes, mais c'est un parcours de proche aidance qui termine un peu, j'ai le goût de dire, de manière complètement abrupte, là, avec une fin abrupte, plutôt que qui s'intègre dans le processus. Ensuite de ça, une fenêtre temporelle du mourir qui est rétrécie au maximum. Puis j'ai mis des petits points, comme si on avait juste là, des petits pointillés ou des petites mini-ouvertures pour dire adieu à l'autre. Là, je pense à tous les gens qui ont fait leurs adieux par téléphone ou qui ont eu 5 à 10 minutes pour voir rapidement la personne. Donc, une fenêtre temporelle du mourir qui est condensée puis qui laisse à peine quelques petites possibilités. Un décès, dans plusieurs cas, qui s'est passé dans des circonstances tragiques ou même dans des circonstances soudaines et menant à un processus de deuil qui est vaporeux, qui n'est pas clair, pour lequel il manque tellement d'éléments de compréhension, de ritualisation, ce qui nous amène dans une espèce d'espace un peu vaporeux de deuil où on n'arrive pas complètement à intégrer tout ce qui s'est passé. Je vais m'arrêter plus spécifiquement sur chacun des éléments en les décrivant vraiment avec plus de substance, puis en illustrant ces éléments-là avec des citations des participants qu'on a rencontrés. Donc, un parcours de proche aidance qui se termine de manière abrupte, mais surtout qui est parsemé de rupture et d'impuissance, en fait. Donc, par exemple, j'ai juste un instant, je réalise qu'il y a une petite erreur dans mes feuilles, mais donc, un parcours de rupture et d'impuissance. Donc, pour la plupart des gens qui ont perdu un proche pendant la première vague, donc à partir de la mi-mars, pour des gens qui allaient visiter leurs proches en établissement 1, 2, 3 fois par jour ou par semaine, donc tout d'un coup, fin abrupte des contacts, donc énormément d'inquiétude de la part des proches. Impossibilité de voir leurs proches. Puis là, on entend aux nouvelles tout ce qui se passe dans les CHSLD ou dans les résidences pour personnes âgées. Plusieurs ont appris le déclin le déclin de leur être cher ou le fait que la résidence dans laquelle séjournaient leur être cher était maintenant là, contaminée par la COVID de manière complètement fortuite, soit parce qu'ils ont consulté la liste des établissements contaminés qui était publiée par le gouvernement, ou encore parce qu'ils ont appris la contamination aux nouvelles. Donc, avec énormément d'inquiétude de ne pas savoir, mais là, OK, mon proche est là, la résidence est contaminée, à essayer d'appeler à la résidence dans l'impossibilité de parler à quelqu'un, et avec un déclin rapide. On le sait que dans les cas de COVID-19, donc entre le moment où la personne testait positif et le moment où la personne se retrouvait en fin de vie, ça se passait là, vraiment très rapidement. Ensuite de ça, donc la fenêtre temporelle du mourir, là, je vous rappelle, c'est l'espèce d'espace-temps qu'on a où on sait que l'autre est en fin de vie, où on voudrait normalement consolider notre relation avec lui.
mais plutôt qu'être en cohérence avec nos valeurs, avec nos besoins, puis avec les besoins de la personne, mais c'est plutôt au rythme des directives de santé publique que l'accompagnement ou le non-accompagnement se fait en pleine pandémie, ce qui entraîne des dilemmes éthiques, des conflits, des regrets, de la culpabilité et des remords. Donc, je vais vous donner 2 extraits ici qui illustrent ces éléments-là. D'abord, un extrait où on sent qu'il y a un conflit de valeurs, c'est-à-dire qu'il y a un conflit entre ce que le proche a besoin de faire pour l'autre, hein, pour la personne qui est en fin de vie, et ce que les directives de santé publique nous ordonnent de faire. Donc, je vous donne cet exemple-là d'une jeune femme qui est là, puis qui a droit à une visite courte de 10 minutes, puis son proche est en train de décéder de la COVID-19. Donc, la personne est encore consciente à ce moment-là. Toutes les deux ont donc des mesures de protection, puis là, elle a un droit à 10 minutes pour dire adieu. Donc, ce qu'elle nous raconte en entrevue, cette personne-là, elle dit, puis là, à ce moment-là, ben, j'ai essayé comme je pouvais, tu sais, de mettre mes bras autour d'elle, de mettre mes bras sur ses bras. Puis là, ben, j'avais des gants, j'avais une jaquette, mais bon. Puis là, ben, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a essayé de me donner un câlin. Hein? Puis là, je l'ai regardée, puis j'ai fait signe que non, je peux pas. Puis elle dit, là, j'ai vu dans ses yeux à quel point ça l'a détruit. Puis moi aussi, ça m'a détruit de réaliser qu'elle était là, elle avait besoin d'un câlin, puis que je ne pouvais même pas lui faire un câlin. Mais tu sais, en temps normal, on s'entend que j'aurais eu besoin de faire un câlin, puis j'y aurais fait son câlin, mais avec la COVID, je ne pouvais pas. Puis ça m'a détruit. Donc, on voit vraiment le conflit, puis comment cette personne-là, maintenant, dans son processus de deuil, vit avec ce moment-là comme un moment où il y a vraiment un conflit de valeurs, un conflit entre les besoins et les mesures. Sinon, je vous donne un autre exemple de dilemme, hein, en fait, de dilemme moral qu'une de nos participantes a eu à vivre. Donc, c'est une des personnes dont le père était en CHSLD, atteint de la COVID, en fin de vie, en train de décéder. Et donc, cette femme-là, sa mère à elle, donc la conjointe de l'homme, qui était à la maison dans l'impossibilité d'aller visiter son conjoint parce qu'elle était une personne à risque vu son âge et ses conditions de santé. Donc pour notre participante, hein, elle se retrouvait déchirée entre ses deux parents. Elle avait la possibilité soit d'être au chevet de son père pendant quelques minutes pour faire ses adieux, ou au contraire d'être auprès de sa mère. Puis là, de peut-être utiliser, par exemple, le téléphone ou un iPad pour qu'ensemble, elle puisse dire adieu via le iPad à son père. Donc, c'est finalement l'option qu'elle a prise, mais pour elle, d'être déchirée entre l'accompagnement de chacun de ses parents, c'est vraiment un moment qui demeure comme étant très souffrant pour elle là, dans son processus de deuil. Finalement, les décès en contexte de COVID, des décès qui sont soudains, hein, des décès qui sont sans témoin, souvent vécus comme un choc, au contraire d'un décès qu'on pourrait accompagner et qu'on pourrait nous-mêmes constater, hein, que la personne maintenant, elle est décédée ou voir la dépouille. Donc des décès un peu anonymes, si on veut. Hein. Souvent, l'autre est mort seul, puis ça génère énormément de questionnements. Est-ce qu'il a souffert? Est-ce qu'il était vraiment seul au moment où il y a eu le dernier souffle? Puis on se demande, mais qu'est-ce qui s'est passé dans la contamination? Est-ce que tout ça aurait pu être évité? On a une absence de repères concrets, c'est-à-dire que pour plusieurs personnes, ils ont appris que leur proche était atteint de COVID par téléphone, ils n'ont pas pu le voir. Finalement, ils ont appris qu'il était en fin de vie et quelques jours plus tard qu'il était décédé et finalement, ils ont reçu des cendres à la maison. Donc, il manque énormément d'éléments pour eux, d'éléments concrets pour vraiment être capable d'intégrer cette réalité-là du déclin et du décès de l'autre. Puis, beaucoup de questionnements aussi de se dire, mais est-ce qu'on lui a réellement donné la chance de se battre? Est-ce que
il aurait peut-être pu passer au travers. Donc, je vous donne un exemple d'une de nos participantes qui nous parle de ce genre de questionnement-là, hein, de ne pas avoir vu l'autre en fin de vie. Ça génère énormément de questionnements. Mais est-ce qu'il était vraiment en fin de vie? Comment ça s'est passé? Donc, cette participante-là qui, elle, a perdu sa mère, qui était atteinte de COVID, elle nous raconte. Je lui ai parlé le matin même et elle semblait bien aller. Puis, même là, quand je suis arrivée à l'hôpital, donc cette personne-là s'est rendue à l'hôpital là, pour une dernière visite de quelques minutes. Au début, elle était dans son lit, puis je lui parlais, puis ça allait, il me semble. Puis c'est là qu'on a décidé qu'on la mettait sur les soins de confort. Puis là, le médecin a dit, on la met sur les soins de confort, puis là, ils ont installé des cathéters à 3 endroits. Puis là, ils ont donné une première injection. Puis là, ben, elle ne partait pas. Puis là, ils ont donné une deuxième injection et là, elle est partie. Puis là, un peu plus tard, ce qu'elle nous partage, c'est de dire, mais peut-être qu'elle aurait pu s'en sortir si elle n'avait pas autant eu d'injection. Est-ce que le médecin lui a vraiment donné une chance de se battre ou elle lui a déjà donné 2-3 piqûres pour qu'elle parte? Peut-être qu'elle aurait été correcte dans le fond. Puis moi, dans tout ça, j'ai eu absolument rien à dire. On m'a imposé de la mettre sur des soins de fin de vie. Puis ça me revient tout le temps, ce moment-là. Puis je me demande vraiment si on a tout essayé pour elle. Donc, on voit que le manque aussi de communication sur la nature des soins qui ont été administrés dans les contextes de décès de personnes âgées par COVID génère énormément de questionnements et de difficultés là, pour les proches endeuillés dans la période de post-aidance. Finalement, toute la question des rituels, c'est des rituels. On le sait, il y a eu des rituels virtuels, il y a eu des cérémonies donc à 2 mètres de distance avec un maximum 10 personnes. Donc, c'est des cérémonies et des rituels de deuil qui ont été rythmés avec les mesures de santé publique, en fait. Donc, souvent, une absence complète de rituels parce que ce n'était pas possible, ou un décalage, ou encore une impossibilité. Donc, on est ainsi coupé de la possibilité de faire honneur à la vie de l'autre, de commémorer sa vie, de donner un sens à la perte, puis on est aussi privé de la reconnaissance sociale de la perte, parce que c'est ça des funérailles, on se retrouve avec les gens qu'on aime, puis les gens se déplacent pour témoigner leur sympathie, pour témoigner leur désir de partager la souffrance qu'on peut vivre, puis de reconnaître que oui, c'est douloureux de perdre quelqu'un, mais aussi de nous conférer un peu l'énergie de traverser notre deuil. Donc, on le voit ici qu'en plus en plus de ne pas avoir vu le corps, que la perte soit un peu irréel, immatériel, on est même dans l'impossibilité de reconnaître le deuil comme tel par les cérémonies. Pourtant, on le sait, pour qu'un rituel soit aidant, pour qu'il soit réparateur, il faut qu'il soit porteur de sens, qu'il soit religieux ou non. Donc, pour qu'un rituel nous fasse du bien, il faut qu'il y ait un sens pour nous. Donc, si les gens viennent nous voir, ils nous prennent dans leurs bras, si ça a un sens pour nous qu'ils fassent ça parce qu'on se sent épaulé, là, ça fait du bien. Toutefois, en contexte de deuil pandémique, plutôt que de s'incarner dans le sens, dans les valeurs, dans les croyances, le rituel il est plutôt réglé en fonction des règles de santé publique et devient beaucoup moins efficace. C'est-à-dire qu'on peut faire des petits rituels, mais ils sont beaucoup moins efficaces parce qu'ils ne partent pas du besoin ou du désir ou de la volonté ou du sens que les endeuillés ont besoin de donner à tout ça. Donc, comment on pourrait résumer le deuil pandémique? C'est un deuil qui a du mal à s'entamer parce que le décès est tellement immatériel qu'on n'a pas vu le déclin. Donc, le début n'est pas clair. Il s'étire entre deux entre-deux nébuleux. Puis, c'est souvent aussi un deuil qui est banalisé, non reconnu, c'est-à-dire qu'on a parlé énormément des décès de COVID en termes de statistiques, en termes de personnes âgées qui décèdent. Il y a eu des phrases qui ont été dites qui pouvaient être assez violentes, par exemple, du type
ben, c'est une personne âgée en CHSLD, elle serait morte de toute façon. Mais ça, c'est des phrases qui banalisent le processus de deuil, c'est des phrases qui banalisent la souffrance inhérente au deuil. Puis, c'est aussi donc, un deuil qui est, oui, banalisé, non reconnu, mais qui est encore plus non reconnu dans le contexte où c'est un deuil qui est plus difficile que les autres, le deuil pandémique, à cause de tous les éléments là, que je vous ai nommés. Donc, ça nous amène devant la difficile question hein, qu'on peut se poser comme intervenant, comme gestionnaire, mais comment est-ce qu'on fait pour accompagner ce deuil pandémique-là? Ici, j'aime bien utiliser la métaphore, j'avais utilisé la métaphore d'une histoire. Hein? Le parcours de proche aidant, c'est de vie comme une histoire. Hein? Puis pour être capable de comprendre une histoire, il faut qu'on puisse avoir accès à tous ces chapitres. Puis si on veut l'intégrer, cette histoire-là, il faut la comprendre. Dans le cas du deuil pandémique, c'est comme si on essayait de trouver le sens d'une histoire, de la comprendre, de l'intégrer, alors qu'on a enlevé les 2-3 chapitres les plus importants pour la compréhension. Donc, c'est vraiment difficile d'intégrer le deuil pandémique. Donc, compte tenu de cette histoire trouée-là, hein, de l'histoire du décès de leur être cher, ce qu'on va vouloir favoriser, c'est un peu l'importance de la mise en récit, en fait, puis de la co-construction dans l'échange. C'est-à-dire que plus on se raconte, plus on raconte en relation avec quelqu'un, plus c'est possible de tranquillement tisser un fil conducteur et de tranquillement intégrer ce qui s'est réellement passé. Donc, je vous dirais presque la majorité de nos participants, mais sans doute la majorité de nos participants, ils nous disaient « Oh mon Dieu, mais c'est la première fois que j'ai eu la possibilité de tout raconter mon histoire au complet à quelqu'un. » Mais ça, c'est très important parce qu'en racontant notre histoire, on est capable de comprendre et de faire sens des émotions qu'on vit. On comprend pourquoi notre deuil est si compliqué, pourquoi il est si difficile. On comprend aussi qu'est-ce qui nous a manqué. Puis, on est capable aussi de faire la distinction entre qu'est-ce que j'ai pu faire ou pas pu faire et qu'est-ce que j'aurais voulu faire. Donc, les intentions et les contraintes. Donc, c'est toutes des choses qui peuvent être nommées et comprises dans la mise en récit. Donc, le partage d'expérience, le fait que ce soit partagé avec quelqu'un d'autre, mais ça permet que ce quelqu'un d'autre-là, l'intervenant par exemple, puisse reconnaître la perte, hein, parce qu'on le sait, il y a une souffrance qui est associée à la non-reconnaissance puis à la banalisation du deuil. Donc, si quelqu'un d'autre peut reconnaître la perte et la douleur de celle-ci, c'est déjà un pas de plus. Puis, en termes de deuil collectif ou plutôt, si on pense par exemple à des groupes de partage, bien, l'idée de s'unir et de développer un récit partagé de l'histoire de la perte en contexte de deuil pandémique, ça permet aussi de comprendre puis d'intégrer cette nouvelle réalité-là. L'autre chose qui peut être intéressante au niveau de l'intervention, c'est de faire place à des modalités alternatives de représentation de la perte. C'est-à-dire que, je vous ai dit, on n'a pas vu le corps, on n'a pas pu ritualiser, on n'a pas vu le déclin. Donc, comment, c'est de se poser la question, mais comment créer de nouveaux rituels? Comment essayer de se représenter la perte de l'autre autrement? Donc, on a eu, dans le cadre du projet J'accompagne, un petit sous-groupe intitulé là, mon deuil en confinement, qui invitait les gens à justement créer à l'aide d'un visuel, que ce soit photo, témoignage, œuvre artistique, peu importe, se représenter autrement leur processus de deuil ou encore la perte de l'être cher. Donc, ça, c'est aussi quelque chose qui peut être aidant, puis ça peut aussi servir d'hommage à la personne qui est décédée. Puis, finalement, je vous laisse sur l'importance de la mise en place du soin socioculturel, c'est-à-dire que, vous savez, le deuil pandémique, c'est une série de deuils intimes, hein, c'est des milliers de deuils intimes,
Mais de ces milliers de deuils intimes-là, il y a aussi une vague de deuil collectif, si on veut, un deuil collectif. Donc, plusieurs personnes qui sont liées par leur expérience. Puis là, on peut essayer de voir sur le plan plus social, culturel, quels efforts on fait pour commémorer les victimes de la pandémie, pour reconnaître la souffrance des endeuillés, mais aussi pour notre devoir de mémoire, c'est-à-dire de se dire, bien, plus jamais on va se retrouver dans des circonstances où des personnes décèdent de manière anonyme. Donc, tout ce qu'on peut mettre en place sur le plan plus socio-culturel, des commémorations collectives, donc c'est ça peut être au niveau plus de la province, mondiale, mais ça peut aussi être au niveau des organisations. Donc, je sais qu'il y a certaines résidences pour personnes âgées, par exemple, qui ont fait un mur en hommage aux victimes de la COVID-19 avec les noms qui ont un papillon. Donc, s'il y a eu 12 décès, donc 12 papillons à l'entrée avec les noms des personnes décédées. Donc, c'est toutes des manières de reconnaître collectivement, culturellement, les tragédies individuelles qui ont été vécues. Donc, pour les intervenants, à quoi prêter attention chez les endeuillés? Donc, on connaît certains facteurs de risque pour la complexification du deuil. En contexte de deuil pandémique, il y en a certains petits nœuds, je dirais, auxquels c'est important de prêter attention. Donc, des émotions difficiles, je pense notamment à tout ce qui est regret, culpabilité. J'ai vu beaucoup de personnes qui se critiquaient très sévèrement de ne pas avoir été là. Donc, il y a tout un travail émotionnel qui peut être fait autour de ces émotions-là, mais les gens, justement, qui sont rongés par les regrets, par la culpabilité, on sait, en fait, de la recherche que c'est des émotions qui peuvent contribuer à ce que le deuil se complexifie. Donc, prêtez attention à ça. Prêtez attention aussi aux dilemmes éthiques qui ont pu être vécus par les proches aidants, aux choix difficiles qu'ils ont dû faire dans le processus, puis comment ils se sentent maintenant par rapport à ces choix-là. Faire attention aussi à l'aspect cumulation des pertes. Il y a beaucoup de nos participants qui n'ont pas juste perdu un être cher, mais 2 ou 3 êtres chers, même en contexte de COVID-19. Donc, c'est loin d'être banal. On sait que l'accumulation des pertes, c'est un des facteurs de risque de complexification du deuil. Donc, prêtez attention à ça également. Sinon, l'autre chose à laquelle il faut parfois prêter attention, donc des gens qui seraient dans un rapport de déni ou d'évitement face au deuil, donc des gens qui tiendraient un discours du type « il serait mort anyway », donc il y a un détachement. Bon, je ne veux pas dire que c'est pathologique en soi, il faut respecter les stratégies d'adaptation de tout le monde, mais des fois, ça peut être le signe que la personne, justement, elle n'est pas en mesure de prendre contact avec les réelles émotions qu'elle vit par rapport au deuil. Donc, ça peut parfois nous mettre la puce à l'oreille. La question de l'isolement, de la présence de soutien. On sait que le soutien social, c'est vraiment associé à un meilleur, en guillemets, pronostic pour le deuil. Donc, essayez de voir si la personne elle est très, très, très isolée. Si oui, comment contrer cet isolement-là pour faciliter le processus de deuil. Explorer aussi le rapport aux commémorations. Certaines personnes ont décidé de ne pas du tout faire de commémoration. Moi, c'est pas quelque chose que j'encourage. Même les commémorations approximatives ou reportées dans le temps ont toujours leur effet apaisant. Je pense, du moins de toutes les personnes qu'on a rencontrées, il n'y a pas personne qui a commémoré et qui a regretté de l'avoir fait. Donc, c'est vraiment quelque chose qu'on peut encourager chez les personnes en deuil. Puis, c'est même, si la personne elle est très isolée, il y a peut-être même une manière dans l'intervention qu'on se crée à deux un petit rituel ou une petite commémoration qui puisse faire honneur là, à la mémoire de l'autre. Puis c'est sûr que tous les autres facteurs de risque aussi sont à prendre en compte, donc fragilité sur le plan de la santé mentale et tous les autres aspects là, qui peuvent fragiliser. Donc, c'est peut-être des éléments là, qui pourraient nous mettre la puce à l'oreille par rapport à la possibilité qu'un deuil pandémique se complexifie. Donc, je termine en vous présentant un petit peu
ben, des ressources, en fait. Donc, oui, on voit à quoi prêter attention, mais quelles ressources on a, hein, qu'est-ce qu'on a pour accompagner les gens en deuil pandémique. Donc, nous, on a constitué d'abord un bottin de ressources en 2 versions. Donc, qui contiennent toutes les ressources sur la fin de vie et le deuil, que ce soit au niveau du gouvernement, au niveau de la santé, des organismes communautaires, au niveau du réseau privé. On en a 2 versions sur notre site web, une version qui est par type de service, une autre version qui est par région. Donc, tous des services, puis on a vérifié que tout le monde était en place. Donc, ça peut être un bon endroit si vous cherchez à référer quelqu'un d'y aller via le bottin. Ensuite de ça, on a notre site web aussi où est-ce qu'il y a un peu d'informations sur le projet. Vous pouvez toujours nous écrire, j'accompagne covid19@gmail.com. On a la possibilité de faire un petit service de référencement, surtout au privé. Sinon, on offre aussi, j'ai fait dans le passé des séances de supervision, donc des intervenants qui venaient me voir et qui me disaient j'ai une personne endeuillée, on a essayé ça, il se passe ça, puis on peut réfléchir ensemble à d'autres modalités d'intervention. Sinon, je vous invite aussi à joindre notre communauté de pratique. C'est un groupe Facebook d'intervenants en contexte de fin de vie et de deuil. Donc, vous pouvez joindre, on pose des questions, on diffuse des outils, des webinaires, des conférences. Si on cherche quelqu'un pour un soutien ou un accompagnement dans le deuil pour un cas particulier, on peut le poster là. Donc, c'est quand même un autre outil qui est à votre disposition. Donc, voilà, je pense que ça fait le tour pour moi. Donc, je vais terminer en remerciant ma super équipe, les participants, les soignants, les 36 endeuillés qui ont travaillé avec nous, puis bien entendu, là, toutes les autres ressources qui ont rendu ce projet-là possible. Puis, je vais être maintenant disposée à prendre vos questions. J'imagine que la meilleure façon sera de fonctionner avec le chat. Donc, je vais arrêter le partage. Donc, j'ai parlé un peu plus longtemps que je pensais, malheureusement. C'est correct, merci. Donc, pour ceux là, qui seraient intéressés à avoir soit le PowerPoint ou l'enregistrement, je l'ai marqué dans le clavardage, ça sera disponible sur la communauté de pratique aînée. Sinon, sauvez-vous pas tout de suite, là, il y a un sondage de satisfaction qui a été mis dans le clavardage pour savoir bref, comment est-ce qu'on pourrait s'améliorer, s'il y a des choses que vous avez appréciées, des questions complémentaires. Si vous avez des questions plus précises, là, je sais que Mélanie, tu as un peu de temps, si vous voulez aborder peut-être des sujets plus précis, là, je vous invite peut-être même à ouvrir votre micro si vous vous sentez d'aisance. On a une question de Mme Viviane Lindsay. Avez-vous pensé à l'après-pandémie? C'est quelque chose qui se pose effectivement comme question. Oui, tout à fait. C'est super important. En fait, nous, on a l'intention pour notre petite cohorte d'endeuillés qu'on suit de continuer de les suivre en termes d'années. C'est sûr on les a suivis de manière assez serrée. Là, bon, tranquillement, on espace en fonction de comment vont les gens. Mais c'est sûr et certain que nous, on fait toujours des rappels, à la date de décès, on prend des nouvelles, donc à des moments, donc on sait qu'il y a des gens qui ont perdu leur mère, mais à la fête des mères, on les recontacte pour voir comment ils vivent ça. Donc, ça fait toute partie des choses qu'on fait avec notre petite communauté. Donc, moi, je pense qu'on va aussi continuer de voir les effets de ce deuil-là vraiment dans le temps, 2, 3, 4, 5 ans. Puis, pour ce qui est, dans le fond, ça va faire 2 ans en mars prochain. Donc, nous, on travaille dans le deuxième volet du projet, on travaille plus sur une modalité de soins socioculturels qu'on va essayer de mettre en place avec le projet J'accompagne. Intéressant parce que quand vous parlez de deuil pandémique, là, pour moi, ça m'apparaît peut-être un peu plus clair, mais c'est comme quelque chose qui ne doit pas arriver du jour au lendemain, donc ça s'échelonne sur quelque chose de plus long terme. Donc, c'est probablement, puis là, je dis n'importe quoi, là, mais quelque chose qu'on va peut-être voir dans les prochaines années, donc avec un besoin peut-être plus accru sur le terrain dans les prochains mois, années, qui sait.
Absolument, absolument. Il faut s'y attendre, avoir des deuils plus compliqués ou avoir justement des deuils camouflés. Là. Donc, des fois, à questionner s'il y a des gens qui ne vont pas bien ou qui se sentent déprimés ou tout ça, peut-être qu'en dessous, il y a un deuil là, qui a été plus difficile. Là. Puis ça m'amène à dire, quand on parle de commémoration, tu sais, oui, on a vécu la journée comme nationale au niveau de la commémoration. Ça a été comme un peu rapide aussi. Je sais pas, je pense pas que les établissements ont eu le temps de s'organiser très, très rapidement, mais peut-être qu'il y aura intérêt à faire un partage des pratiques qui a été mis en place pour que la deuxième édition soit peut-être plus concertée, je sais pas. Absolument, Mais... absolument. Puis en fait, ce qui était délicat avec la première année de commémoration, c'est qu'on était déjà, on était encore en pleine deuxième vague là, à ce moment-là, ou dans l'anticipation de la troisième, ou je ne sais trop, mais on était encore dedans. On était encore dedans, donc c'est vraiment difficile de prendre du recul pour essayer de penser un rituel qui peut être apaisant dans le contexte où on est encore dedans. Puis je comprends que les établissements étaient encore en gestion de crise. Là, on sent que les choses s'apaisent doucement. Je pense que le 2 ans sera aussi important, mais sinon plus, j'ai le goût de dire. Hein? Souvent, on va dire que le deuil normal, on parle d'à peu près 2 ans. Même pour moi, le 2 ans post-pandémie va être vraiment important à commémorer. Puis, s'il y a des gestionnaires actuellement en établissement qui, pour l'instant, n'ont pas eu la possibilité de penser à quoi faire, moi, je vous invite à viser le 2 ans pour commémorer. Puis, rappelez-vous, il y a une chose que je peux affirmer avec certitude, un rituel, une commémoration, ça fait toujours du bien. À moins que ce soit vraiment mal pensé ou mal fait, ça a toujours sa place. Puis, même après de nombreuses années, ça a son effet apaisant quand même. Ça a un sens différent que si on l'avait fait directement après le décès, mais ça peut toujours avoir là, une place apaisante pour les gens. Donc, je vous invite à y réfléchir. Puis, je suis disposée aussi à y réfléchir là, avec les gens pour voir qu'est-ce qui peut être mis en place. Merci, mais c'est sûr qu'on pourra mettre en lien là, toutes les coordonnées là, pour le projet J'accompagne là, pour que les gens puissent vous contacter là, en cas de besoin. Je fais quand même un petit pont, là. Mélanie, il y a eu un commentaire là, par rapport à tout ce qui a été là, le contexte de pandémie, première vague, au niveau de l'utilisation du terme négligence. Là, je pense qu'il y avait aussi des professionnels de la santé qui ne voulaient pas faire preuve de négligence, mais il ne faut pas oublier aussi qu'il y a eu quand même des belles initiatives dans ce contexte-là. Là. Je pense au commentaire de Mme Aline Prince. Si vous êtes là aussi, vous pouvez ouvrir votre micro si vous voulez discuter de ça. Oui. Oui, bonjour. Écoutez, je voulais juste amener un petit peu une nuance là, sur le terme négligence. Dieu sait qu'en CHSLD, on se bat déjà contre beaucoup de préjugés par rapport à l'hébergement qu'on offre et à la réputation qu'on peut avoir. La pandémie va avoir aussi alimenté certaines choses. Je pense qu'il faut utiliser le terme négligence avec énormément de prudence. Et il n'y a pas eu que de la négligence dans le contexte de crise là, pour l'avoir eu ici. Là. Il y a eu énormément aussi de belles initiatives. Il n'y a pas eu que des morts anonymes. Il n'y a pas eu que des gens qui n'ont pas pu voir leur famille. Il y a eu aussi des accès qui ont été permis. Il y a eu une multitude de choses. Puis je pense que pour les proches touchés, c'est important aussi de faire cette nuance-là. Madame, c'est mon commentaire. Madame Prince, si vous me permettez, en fait, je vous remercie énormément de votre commentaire. Puis ça m'amène, je vais corriger ça pour les présentations futures. La négligence, je la vois en aucun cas chez les soignants. Je pense qu'il y a eu une négligence au niveau de la gestion du système de santé où on aurait dû pu mettre plus de ressources en CHSLD bien avant la pandémie, mais aussi sachant ce qui se passait en Europe. Donc, on savait qu'en France, dans les résidences de personnes âgées notamment, c'était là où la COVID frappait le plus fort. Pourtant, on n'a pas su déployer les ressources adéquates
dans les CHSLD au Québec. Donc, pour moi, on l'a échappé là. On l'a échappé en termes de mettre plus de ressources dans les résidences, mais il n'y a aucun des soignants sur place qui ont fait preuve de négligence. Là. Ça, c'est sûr et certain. Jamais là, je dirais une chose comme ça. Au contraire, là, moi aussi, j'ai vu énormément de dévouement. Je ne sais pas si ma réponse vous convient, mais je vais m'assurer, je vous jure, là, dans mes prochaines présentations, de vraiment lui donner cette connotation-là, si cette réponse-là vous convient. Oui, ben, je pense que c'est surtout important. Oui, ça me convient comme réponse, mais je vous demande juste de faire attention au discours qui est porté par les professionnels puis qui vient alimenter aussi chez les gens touchés qui sont déjà très souffrants. Et il peut y avoir des mots utilisés qui vont aussi alimenter ou poursuivre ce malaise-là par rapport à ce qui s'est passé. Donc, c'est le recadrage là, que je souhaitais faire. Oui, je comprends. En même temps, je ne sais pas si je réponds bien, mais de ce que j'ai entendu quand même de mes participants, c'est qu'il y avait quand même un certain désarroi par rapport au manque de ressources là, qui était, entre autres dans les CHSLD, avant la pandémie et pendant la pandémie. Donc, le terme négligence qui a été nommé quand même par plusieurs de mes participants de ce qu'ils ont perçu. Mais je suis d'accord avec vous, je vais le resituer pour que ça soit vraiment clair. Parfait, merci beaucoup. C'est important quand même ce type de commentaire-là parce que ben, c'est ça, là, c'est un peu aussi pour vous là, ce webinaire-là. Merci, là, Mélanie, là, de prendre part à toutes les questions. Il est déjà 1 heure, donc je vous laisserai aller. Vous avez, je vous remets quand même le sondage de satisfaction si jamais vous avez des choses que vous voulez partager. Je crois que Mélanie, dans ton équipe, il y a des gens qui ont partagé, là, Madame Adèle Bourget qui a partagé là, pour écrire à Mélanie, à l'équipe, l'adresse et aussi comment se joindre sur la page Facebook. Oui. Donc, n'hésitez pas. Pour ce qui est de la présentation, est-ce que vous voulez que je la mette en PDF puis que je vous l'envoie? S'il te plaît. Oui, OK. Donc, Adèle, si tu pouvais me faire un beau PDF, j'étais là, donc je vais pouvoir l'envoyer puis vous pourrez la diffuser par la suite. Mais avant, en fait, non, Adèle, ne fais pas ça. Je vais corriger le terme négligence avant. Merci. Donc, je vous laisse aller. Là, le webinaire devrait être disponible dans un délai d'environ 1 semaine, qu'on puisse faire le montage et tout ça, puis mettre les documents disponibles. Donc, merci à tous de votre présence. Merci énormément, Mélanie, pour Madame Vachon, je ne sais plus s'il faut que je te dise quoi. Mélanie, pour ta générosité et tout le travail que vous faites là avec toute l'équipe. Bravo. Merci. Merci.